Ma petite amie m'a dit qu'elle m'aimait mais qu'elle n'était plus amoureuse de moi. Je ne savais pas que notre relation touchait à sa fin jusqu'à ce qu'elle commence à la qualifier de confortable. 3 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle n'était plus amoureuse et j'ai compris que le confort n'était qu'un mot de code pour la commodité. Je m'appelle Jude, j'ai 30 ans et je suis avec Léna depuis 4 ans. Nous avons emménagé ensemble il y a 2 ans après qu'elle a terminé ses études. Les choses allaient les bien, ou du moins je le pensais. Nous avions nos petites habitudes. Je préparais le café tous les matins pendant qu'elle se préparait pour le travail. Nous préparions le dîner à tour de rôle. Nous regardions des séries ensemble sur le canapé tous les soirs. Le week-end, nous faisions de la randonnée, nous allions au marché de producteurs ou nous restions simplement au lit tard. J'avais l'impression que nous construisions quelque chose de vrai. Mais il y a environ 3 mois, les choses ont commencé à changer. De petites choses d'abord, Léna a commencé à me remercier différemment. Quand je nettoyais l'appartement le samedi matin comme je le faisais toujours, elle a commencé à dire des choses comme « Tu es un si bon colocataire, pas un petit ami, un colocataire ». J'ai remarqué qu'elle avait arrêté de me répondre « Je t'aime aussi ». À la place, c'est devenu « Tu es le meilleur » ou « Merci bébé ». De petits remplacements qui semblaient bizarres, mais pas assez alarmants pour que je la confronte. Puis est venue la planification de notre anniversaire. 4 ans ensemble, ça me paraissait important. J'ai donc suggéré de faire quelque chose de spécial, peut-être cette chambre d'hôte dans les montagnes qu'elle avait dit vouloir visiter. Elle m'a regardé avec cette expression étrange. À mi-chemin entre la culpabilité et le soulagement, elle a dit « Faisons simple cette année. Je veux me concentrer davantage sur moi-même ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle a juste souri en disant qu'elle travaillait sur son développement personnel. Je n'ai pas insisté. La distance a continué à s'installer insidieusement. Elle a commencé à aller à des cours de yoga qui finissaient tard. Elle sortait plus souvent avec ses collègues, rentrait à la maison en sentant le vin et s'excusait d'avoir perdu la notion du temps. Elle était toujours sur son téléphone en envoyant des messages à des gens que je ne connaissais pas, inclinant l'écran pour le cacher quand je passais devant elle. Quand je lui posais des questions sur sa journée, ses réponses me devenaient plus courtes. Le travail s'était bien passé, le cours était bien, rien de précis, rien qui ne m'invitait à partager quoi que ce soit. J'avais l'impression de la regarder à travers une vitre, de la voir sans pouvoir l'atteindre. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, qu'elle avait juste besoin d'espace pour gérer ce qu'elle traversait. Je lui ai laissé cet espace. C'était peut-être là mon erreur. Un dimanche matin, je réparais le lavabo de notre salle de bain. Le broyeur à déchets faisait un bruit de grincement toute la semaine, et j'avais enfin le temps d'y jeter un œil. Léna est entrée et s'est appuyée contre l'encadrement de la porte, me regardant travailler, puis elle a dit « Est-ce que je peux te dire quelque chose sans que tu te fâches ?» J'ai levé les yeux vers elle, l'eau gouttait du tuyau que je tenais. J'ai dit « Bien sûr » et j'ai attendu. Elle n'a pas attendu que je pose mes outils ou que je me lève, elle a juste commencé à parler. « Tu es ma personne préférée ?» a-t-elle dit, « mais je ne crois pas être encore amoureuse de toi. J'ai l'impression de vivre avec mon meilleur ami, pas avec mon petit ami. » Je me souviens de la façon dont ces mots ont résonné. Pas tranchant, pas bruyant, juste lourd. Je me suis essuyé les mains sur la serviette qui pendait au comptoir, j'ai hoché la tête et j'ai dit « Ça explique beaucoup de choses en fait. » Elle a eu l'air surprise, comme si elle s'était préparée à une dispute. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé. Je me suis levé, je suis passé devant elle et je suis allé à mon bureau dans le coin du salon. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché ma boîte mail. Il y avait une confirmation pour la location d'un chalet que j'avais réservé 2 semaines plus tôt, le week-end même où j'avais prévu de la demander en mariage. J'avais imaginé comment ça se passerait. Nous aurions fait une randonnée jusqu'au belvédère au coucher du soleil. Je lui aurais dit à quel point elle comptait pour moi, à quel point je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Je poserais un genou à terre et lui demanderais de m'épouser. La bague n'était pas dans ma voiture ou cachée dans un endroit astucieux, elle était dans le tiroir de la cuisine, sous le bac à couvert, à côté du décapsuleur. Je l'avais mise là 1 mois plus tôt, quand j'avais commencé à remarquer la distance, comme si une part de moi le savait déjà. J'ai annulé la réservation sur le champ pendant qu'elle se tenait dans le couloir. Puis je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'écrin de la bague. Je l'ai regardé 1 seconde, puis je l'ai remis à sa place et j'ai refermé le tiroir. Le bruit du tiroir qui se refermait a sonné comme quelque chose de définitif, comme si je fermais la porte sur cette version de moi-même qui n'arrêtait pas d'essayer de mériter son amour. Léna m'a demandé ce que je faisais, je lui ai répondu que j'ajustais simplement mes attentes. Elle avait l'air confuse, peut-être même un peu blessée, mais je ne lui ai pas donné plus d'explications. Il n'y a pas eu de drame, pas de cris, pas de larmes, juste la prise de conscience silencieuse que je vivais dans une relation qui était déjà terminée depuis des semaines. Plus tard, cette semaine-là, Léna était au téléphone avec l'une de ses amies. J'étais dans l'autre pièce en train de plier du linge et je pouvais l'entendre par la porte ouverte. Elle avait mis le haut-parleur pendant qu'elle se faisait les ongles. Son amie lui a demandé comment j'avais pris la nouvelle. « Il l'a super bien pris », a dit Léna. «
C'est un peu fou, je pensais qu'il pleurerait ou un truc du genre. Son ami a ri. Peut-être qu'il ne t'a jamais tant aimé que ça pour commencer? Léna a ri aussi. C'était ce genre de rire maladroit et nerveux. Le genre de rire que l'on a quand on ne sait pas trop si quelque chose est drôle ou insultant. Je l'ai entendu, et quelque chose en moi s'est tout simplement éteint. Quel que soit l'attachement qu'il me restait, quel que soit l'espoir auquel je m'accrochais, que nous pourrions peut-être arranger les choses, tout a disparu à cet instant. J'ai fini de plier le linge et j'ai commencé à faire des changements. Pas des changements bruyants ou dramatiques, juste des changements pratiques. Ce soir-là, j'ai arrêté de préparer du café pour nous deux. Le matin, je me suis fait une seule tasse. Quand elle a demandé où était la sienne le lendemain, j'ai dit que je m'étais dit qu'elle pouvait se faire le sien, puisqu'on n'était plus que des colocataires maintenant. Elle a eu l'air agacée, mais n'a pas protesté. Au cours des jours suivants, j'ai passé en revue nos dépenses communes et j'ai créé un tableau de bord. J'ai tout divisé par 2. Le loyer, les charges, Internet, les courses. J'ai annulé les abonnements que nous partagions, les services de streaming, les paniers repas, l'abonnement commun à la salle de sport. Je lui ai envoyé la répartition et je lui ai dit que nous devrions chacun gérer nos propres comptes à l'avenir. Elle m'a traité de mesquin. Je lui ai répondu que j'étais simplement précis. Merci à tous ceux qui ont commenté. Je ne m'attendais pas à ce que cela attire autant l'attention. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de partir immédiatement et je comprends pourquoi vous pensez ça, mais ce n'est pas si simple. Nous avons un bail jusqu'en mars et le rompre plus tôt nous coûterait à tous les deux des milliers de dollars. Aucun de nous n'en a les moyens en ce moment, donc je reste, mais à mes propres conditions. Depuis que j'ai posté, les choses ont continué à évoluer. J'ai réorganisé l'appartement pour qu'il soit clair que nous vivons des vies séparées. J'ai sorti mes affaires de notre placard commun et je les ai mises dans la chambre d'amis. J'ai retiré mes livres de l'étagère commune pour les mettre dans mon espace. J'ai même réaménagé le salon pour que le canapé soit orienté dans une autre direction. Léna l'a remarqué tout de suite. « Pourquoi est-ce que tu agis bizarrement ?» a-t-elle demandé un soir. « Je n'agis pas bizarrement » ai-je répondu. « Je nous traite simplement de la manière dont tu l'as décrit. Des meilleurs amis qui vivent ensemble. » Elle m'a dévisagé pendant un long moment, puis a dit que j'étais mesquin. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Quelques jours après ma publication, la sœur de Léna, Tess, est passée. Tess et moi, nous sommes toujours bien entendus. Elle a 3 ans de plus que Léna, elle a plus les pieds sur terre, elle est moins centrée sur les apparences. Elle a apporté quelques cartons que Léna avait laissés chez leurs parents et est restée prendre un café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et Tess m'a demandé comment je tenais le coup. Je lui ai dit que ça allait, que je m'adaptais. Elle m'a regardé avec cette expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer, quelque part entre la compassion et la culpabilité. « Est-ce que je peux te dire quelque chose en off ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Léna a trouvé la bague », a dit Tess. Il y a des mois, elle cherchait des piles dans le tiroir de la cuisine et elle a vu la boîte. Elle l'a ouverte, elle a paniqué. J'ai senti mon estomac se nouer. « Il y a combien de temps ?»« Vers Noël », a répondu Tess. Elle m'a appelé, paniquée, en disant qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle n'était pas prête à se marier, mais elle ne voulait pas te perdre non plus. Elle a donc décidé d'avoir cette conversation avant que tu ne puisses faire ta demande. Ce n'était pas de l'honnêteté, c'était de la limitation des dégâts. Je suis resté assis là, à digérer l'information. La chronologie prenait tout son sens maintenant. La distance avait commencé juste après les fêtes. Les commentaires bizarres sur le fait de se concentrer sur elle-même, la façon dont elle a semblé soulagée quand je ne me suis pas battu pour ça. « Pourquoi est-ce que tu me dis ça ?» ai-je demandé. « Parce que tu as le droit de savoir », a répondu Tess. « Et parce que je trouve qu'elle gère tout ça de façon horrible. Elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. » J'ai remercié Tess de me l'avoir dit. Après son départ, je me suis assis dans la cuisine pendant un long moment à fixer le tiroir où la bague était cachée. J'ai repensé à toutes les fois où Léna m'avait demandé à quoi je pensais. Et où je n'avais rien dit parce que je ne voulais pas paraître dépendant ou peu sûr de moi. J'ai pensé à tous les efforts que j'avais faits pour la rendre heureuse et à la façon dont, en cours de route, il ne s'agissait plus de nous, mais de faire en sorte qu'elle se sente à l'aise. Ce soir-là, j'ai sorti l'écrin du tiroir. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste regardé, puis je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau à la place, hors de son espace pour le mettre dans le mien. L'anniversaire de Léna approchait la semaine suivante. Chaque année, je prévoyais quelque chose de spécial. Il y a 2 ans, j'avais organisé un dîner surprise avec tous ses amis dans son restaurant préféré. L'année dernière, je l'ai emmenée à un concert dont elle parlait depuis des mois. Cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment. Je lui ai acheté une bougie, juste une simple bougie du magasin au bout de la rue. Je l'ai mise dans un sac cadeau avec une carte écrite à la main qui disait « J'espère que cette année t'apportera de la clarté ». Le matin de son anniversaire, elle est entrée dans la cuisine où je préparais le petit déjeuner uniquement pour moi. Elle a regardé la seule assiette sur le comptoir et m'a demandé si je lui préparais quelque chose.
J'ai répondu que je m'étais dit qu'elle pouvait se faire le sien. Elle a eu l'air blessée, mais j'ai gardé un visage neutre. Plus tard dans la journée, elle a ouvert le cadeau que j'avais laissé sur la table. Elle a fixé la bougie pendant un long moment, puis a lu la carte. Quand elle a levé les yeux, ils étaient humides. « C'est tout », a-t-elle dit. « C'est tout ce que j'ai. » Je lui ai dit que ça semblait approprié, vu les circonstances. Elle m'a traité de cruel. Je lui ai répondu que j'étais simplement honnête. Comme je ne prévoyais rien, Léna a décidé d'organiser elle-même sa fête d'anniversaire. Elle a invité tout un tas d'amis à l'appartement ce samedi soir-là. Je suis resté parce que c'est aussi mon appartement. Mais je suis resté dans mon coin. Je me suis assis dans un coin avec un verre et j'ai regardé tout le monde faire la fête. Vers minuit, quand tout le monde était saoul et bruyant, l'une de ses amies, une fille dénommée Maya que je n'avais jamais aimée, a dit quelque chose qui a transpercé le brouhaha. « Tu nous avais complètement dit que tu avais peur qu'il te demande en mariage », a lancé Maya en riant. « Tu te souviens ? Tu paniquais trop à ce sujet. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai levé les yeux de mon verre. Le visage de Léna a pâli. Elle a essayé de dissiper le malaise en riant, disant que Maya était ivre et s'embrouillait. Mais Maya a continué inconsciente. « Non, je m'en souviens », a dit Maya. « Tu as dit que tu avais trouvé la bague et que tu ne savais pas comment lui dire que tu n'étais pas prête. Oh mon Dieu, c'était tellement stressant pour toi. » J'ai fini mon verre, je me suis levé et j'ai marché vers ma chambre. J'ai entendu Léna m'appeler, mais je ne me suis pas retourné. J'avais la confirmation dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je ne le savais pas déjà, mais l'entendre à voix haute devant tous ses amis, c'était différent. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des notifications sur mon téléphone. Léna avait publié quelque chose sur Instagram la veille au soir, après que je me sois couché. C'était une photo d'elle soufflant ses bougies avec une légende qui disait « Parfois, l'amour change de forme et ce n'est pas grave », avec un emoji étoile. La section des commentaires était un chaos total. Les gens qui nous connaissaient demandaient ce qui s'était passé. Certains demandaient si nous avions rompu. Une personne a commenté « Attends, tu ne vivais pas avec ton fiancé ?» Un autre a dit « Ça ressemble à une pique déguisée. Est-ce que ça va ?» À midi, elle avait tout supprimé, mais le mal était fait. Son image soigneusement construite de femme mature et émotionnellement intelligente, gérant une séparation en pleine conscience, s'était fissurée. Les gens ont vu clair dans son jeu. Tess m'a envoyé un message plus tard dans la journée. Léna l'avait appelée en pleurs, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si froid. Tess m'a raconté lui avoir répondu « Tu lui as brisé le cœur avant même qu'il ne pose la question. À quoi t'attendais-tu » Je n'ai pas répondu à Tess. Je n'en avais pas besoin. Elle avait déjà compris. Après l'incident d'Instagram, Léna a essayé d'agir comme si de rien n'était. Elle a repris sa routine habituelle, cours de yoga, brunch entre amis, agissant comme si nous étions toujours les colocataires amicaux qu'elle avait dépeints. Mais les failles commençaient à se voir. Ses amis ont commencé à prendre leur distance. Certains d'entre eux m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils n'avaient aucune idée qu'elle avait été si froide dans toute cette histoire. Quelques-uns se sont même excusés d'avoir pris son parti au début. J'ai gardé mes distances. Je travaillais de chez moi la plupart du temps, alors je restais dans ma chambre avec la porte fermée quand nous nous croisions dans l'appartement. J'étais poli, mais bref, je ne faisais pas la conversation. Je ne lui posais pas de questions sur sa journée. Je l'ai traitée exactement comme une colocataire que je connaissais à peine. Elle détestait ça. Je le voyais à la façon dont elle a commencé à trouver des excuses pour être dans la même pièce que moi. Elle s'asseyait sur le canapé quand je regardais la télévision, même si elle avait maintenant sa propre télé dans sa chambre. Elle préparait le dîner et m'en proposait. Même si je refusais toujours, elle essayait d'obtenir une réaction, n'importe quelle réaction, mais je ne lui en donnais aucune. Puis elle est tombée malade. C'était juste un gros rhume, rien de grave. Mais elle m'a envoyé un message depuis sa chambre pour me demander si je pouvais aller lui chercher des médicaments à la pharmacie. Je travaillais à mon bureau quand le message est arrivé. Je l'ai lu, puis j'ai répondu « DoorDash livre plus vite que moi. Bon rétablissement ». Elle n'a pas répondu. 1 heure plus tard, je l'ai entendue au téléphone avec quelqu'un, probablement sa mère, en train de se plaindre de la façon dont j'étais devenu si froid. J'ai mis mon casque et j'ai continué à travailler. Quelques jours plus tard, Tess est revenue. Cette fois, elle n'est pas restée prendre un café. Elle est allée directement dans la chambre de Léna et a fermé la porte. Je pouvais les entendre se disputer à travers les murs. La voix de Tess était sèche, tranchante. Elle ne mâchait pas ses mots. Quand Tess est sortie, elle m'a regardé et a secoué la tête. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a dit que Léna lui avait enfin avoué la vérité, toute la vérité. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas t'épouser, a dit Tess, mais elle ne voulait pas te perdre non plus. Elle voulait te garder près d'elle sans l'engagement. Elle pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai hoché la tête, ça correspondait à tout ce que j'avais pu observer. Tess avait l'air de vouloir en dire plus, mais elle a juste soupiré et est partie. Ce soir-là, Léna a essayé de me parler. Elle est sortie de sa chambre pendant que je préparais le dîner et s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la cuisine.
Je sentais son regard sur moi, mais je n'ai pas levé les yeux. « Est-ce qu'on peut parler » a-t-elle demandé. J'ai continué à couper mes légumes. « De quoi ? De nous ? De tout. » J'ai fini par la regarder. « Il n'y a pas de nous » ai-je répondu. « Tu l'as fait clairement comprendre il y a des mois. » Elle s'est mise à pleurer. Je ne m'y attendais pas. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait eu peur et qu'elle était confuse, qu'elle ne s'était pas rendue compte de ce qu'elle abandonnait jusqu'à ce que ce soit parti. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours. Elle a tendu le bras pour prendre ma main, mais j'ai reculé. « Mais tu ne m'aimes pas de la façon dont moi je t'aimais » ai-je dit. « Tu aimes l'idée que tu te fais de moi. Tu aimes avoir quelqu'un qui prépare le dîner, répare les choses et te facilite la vie. Mais tu ne m'aimes pas assez pour t'engager. Tu ne m'aimes pas assez pour rester. » J'ai posé le couteau et je me suis tourné vers elle. « Tu ne m'aimes pas » ai-je ajouté. « Tu aimes l'idée d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi sans rien exiger en retour. Tu aimes le confort. Tu ne m'aimes pas. » Elle a essayé de protester, mais j'ai levé la main. « J'ai fini. Léna, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas blessé. J'ai juste fini. Tu voulais te concentrer sur toi-même. Alors va te concentrer sur toi-même. » Elle a quitté la cuisine. J'ai entendu sa porte se fermer, puis je l'ai entendue pleurer à travers les murs. Je me suis remis à préparer le dîner. Une semaine plus tard, je lui ai annoncé que je mettais fin au bail prématurément. Oui, ça coûterait de l'argent. Oui, ce serait un inconvénient. Mais j'avais économisé assez et j'étais prêt à passer à autre chose. J'avais déjà commencé à chercher des endroits. J'ai trouvé une petite maison en dehors de Portland. Rien d'extravagant, juste une maison avec 2 chambres, un jardin et un garage que je pouvais transformer en espace de travail. Quand je l'ai dit à Léna, elle a paniqué. Elle ne pouvait pas payer l'appartement toute seule et elle n'avait nulle part d'autre où aller dans un délai aussi court. Je lui ai dit qu'elle avait 2 mois pour trouver une solution, ce qui était plus que raisonnable. Elle m'a accusé de l'abandonner. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait mis fin à la relation, pas moi. Le jour où j'ai signé le bail de la nouvelle maison, j'ai commencé à faire mes cartons, j'ai pris mon temps pour emballer mes livres, mes vêtements et mes ustensiles de cuisine. Je lui ai laissé le canapé parce que je ne l'avais jamais aimé de toute façon. Je lui ai laissé la télévision du salon car j'en avais déjà acheté une nouvelle pour mon nouvel appartement. Dans ma tête, j'ai étiqueté les cartons « cadeau de départ », mais je ne le lui ai pas dit. Lors de mon dernier jour dans l'appartement, Léna a essayé une dernière fois. Elle m'a demandé si nous pouvions au moins rester amis. Je l'ai regardée et j'ai dit « Le confort n'a jamais été le problème. Tu as juste confondu l'amour avec l'entretien. » Elle n'a rien su répondre à ça. J'ai chargé le dernier carton dans ma voiture et je suis parti. La maison en banlieue de Portland a été tout ce dont j'avais besoin. C'est calme ici, loin du bruit de la ville. J'ai un petit jardin où j'ai commencé à faire pousser des tomates et des herbes aromatiques. Le garage a été transformé en espace de travail où je fais mon travail de design en freelance. Je me réveille tôt, je prépare du café juste pour moi et je passe mes matinées à travailler sur des projets qui me tiennent vraiment à cœur. C'est comme si j'avais repris ma vie en main. Je n'ai pas reparlé à Léna depuis que j'ai déménagé. J'ai bloqué son numéro et ses réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'une rupture nette. Par le biais d'amis communs, j'ai appris qu'elle a dû retourner vivre chez ses parents. Apparemment, elle a essayé de trouver un colocataire pour reprendre ma moitié du bail, mais ça n'a pas marché. Elle a aussi lancé une sorte de podcast sur le développement émotionnel et les relations. Ce qui est assez ironique compte tenu de tout ce qui s'est passé. D'après ce que j'ai compris, ça ne marche pas très bien. Elle a du mal à payer ses factures et n'arrête pas de demander de l'argent à ses parents. Je n'éprouve aucun sentiment de vengeance par rapport à tout ça. Je ne prends aucun plaisir à la voir galérer. Je ne ressens tout simplement rien. C'est la partie la plus étrange. Pendant des mois, je pensais que je serais en colère, blessé ou autre chose, mais quand je pense à elle maintenant, je me sens juste neutre, comme si elle était un chapitre de ma vie qui est terminé et que j'étais passé au suivant. Tess et moi nous parlons encore de temps en temps. Elle s'est excusée au nom de sa famille pour la façon dont tout s'est déroulé. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser pour les choix de quelqu'un d'autre. Elle m'a confié que Léna posait parfois des questions sur moi, se demandant comment j'allais. Tess ne lui dit rien, elle m'a dit que Léna avait fait son lit et qu'elle devait maintenant se coucher dedans. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Harper et elle est ingénieure civile. Nous nous sommes rencontrés sur un sentier de randonnée près de chez moi. J'étais sorti tôt un samedi matin pour essayer de me vider la tête et elle était assise sur un banc au début du sentier, en train d'ajuster ses chaussures de randonnée. Nous avons commencé à parler du sentier, puis du travail, puis de la vie en général. Elle a mentionné qu'elle sortait récemment d'une longue relation qui ressemblait plus à une habitude qu'à un vrai partenariat. Je lui ai dit que je comprenais ce sentiment. Elle m'a demandé si je voulais prendre un café après la randonnée. J'ai dit oui. Nous nous fréquentons depuis quelques mois maintenant, c'est différent avec Harper, elle est directe, elle dit ce qu'elle pense, elle affirme ne pas être intéressée par les pertes de temps. Je peux le voir à sa façon d'agir. Elle ne cherche pas quelqu'un pour entretenir sa vie. Elle cherche quelqu'un avec qui construire une vie.
Il n'y a pas de devinette avec elle, pas besoin de lire entre les lignes, pas besoin de se demander si elle pense vraiment ce qu'elle dit. C'est rafraîchissant, d'une manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. La semaine dernière, nous étions assis sur mon porche après le dîner, à regarder le soleil se coucher sur les arbres. Elle s'est tournée vers moi et a dit quelque chose qui m'est resté. « Je ne fais pas dans le presque », a-t-elle dit. « Soit c'est quelque chose, soit ce n'est rien. Je n'ai plus l'énergie pour l'entre-deux. » J'ai souri. « Pareil », ai-je répondu, et je le pensais. J'ai passé 4 ans dans une relation où j'avais l'impression que c'était toujours sur le point de devenir quelque chose de réel, sans jamais y parvenir. Je ne referai plus ça. Le confortable ne m'intéresse pas. Le pratique ne m'intéresse pas. Seul le vrai m'intéresse. Avec le recul, je pense que la partie la plus difficile de toute cette histoire avec Léna n'a pas été la rupture en elle-même. Ça a été de réaliser à quel point je m'étais oublié en essayant de la rendre heureuse. J'avais arrêté de faire des choses que j'aimais parce que ça ne l'intéressait pas. J'avais arrêté de voir des amis parce qu'elle ne les aimait pas. J'avais arrêté de faire des projets parce que j'attendais toujours de voir ce qu'elle voulait faire en premier. Je m'étais transformé en système de soutien au lieu d'un partenaire. Je ne fais plus ça. Avec Harper, je reste moi-même. Je vais toujours faire de la randonnée le samedi matin. Je travaille toujours sur mes projets de design tard dans la nuit quand l'inspiration me vient. Je vois toujours mes amis. Et Harper fait de même. Elle a sa propre vie, ses propres centres d'intérêt, ses propres objectifs. Nous nous retrouvons parce que nous en avons envie, pas par nécessité. C'est ce que j'ai appris de tout ça. L'amour ne devrait pas ressembler à de l'entretien. Ça ne devrait pas ressembler à un travail dans le sens où l'on essaierait de prouver constamment sa valeur ou de garder quelqu'un intéressé. Ça devrait donner l'impression de 2 personnes qui se choisissent chaque jour. Pas parce que c'est confortable ou pratique, mais parce que c'est vrai. Je ne sais pas si Harper est la personne avec qui je passerai le reste de ma vie. Il est encore tôt, mais je sais que là, c'est différent. C'est la bonne sensation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous écoutez? Ясно, все с тобой. Это как бы, это не очень, это не вау, знаете, знаете, не подход, понимаешь, как бы сказала, Димка очень хороший человек. В этом найдет твои попытки. Да, ну давай, да, и еще пару десятков людей. Сейчас несколько дней я приду. Ок. Ничего страшного, я вас всех подожду до лета. Да скорее бы уже лето, на самом деле. Нихуя ты подожду. 3 скинул, 4 меня скинул. Хорошо, яблоко хоть было. Мне похуй на урод. Не могу мочить. Печку еще. Хорошо. Нет, плохо. Ебаная лужа разливать слишком далеко. Ладно, зря я так. Надо оружие делать. Нашел. Так. Як я одрока яблуки не грижены. Ебаные ведра опять дает. О!
Сука. А, скелет успел сжечь, скотина. Я с него стрелу хотел получить. Да, я выиграл. И- Где мой пепик? М? Где мой пепик? Вон. Красиво, красиво. Эх, не выставил. Ну, сука, костюм отбросил. Всё, пизда ему.